Bonjour à tous, bienvenue. C'est avec plaisir que je vous accueille à notre webinaire d'aujourd'hui qui est intitulé «L'étude de l'acceptation du SURMAS en Côte d'Ivoire». Je m'appelle Monica Binder et je suis chef de projet senior à la Fondation SURMAS. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore SURMAS et la SURMAS Foundation, je voudrais présenter brièvement. SURMAS signifie Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System, donc en français, système de surveillance, de réaction aux épidémies, de gestion et d'analyse, et a été développé après l'épidémie d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest. SURMAS a été développé par le HZI, le Centre Helmholtz de recherche sur les maladies infectieuses en Allemagne. Et depuis le début de l'année 2023, la Fondation SURMAS s'emploie à soutenir les organisations locales, nationales et internationales dans le développement et la mise en œuvre de SURMAS en tant que système open source pour la prévention et le contrôle des maladies. Quelques chiffres sur SURMAS. Grâce à SURMAS, les systèmes de santé de plus de 10 pays sur 4 continents ont été renforcés. Et 300 millions de personnes étaient protégées par le système. On a formé 10 000 agents de santé et SURMAS a été utilisé en réponse à plus de 100 épidémies dans le monde, y compris la pandémie de Covid-19, bien sûr. Vous savez peut-être que le système SURMAS a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire pour diverses maladies infectieuses déjà depuis 2015. En 2020, au début de la pandémie Covid-19, SURMAS a été adapté. Et pendant la pandémie, la mise en œuvre dans 2 régions en Côte d'Ivoire a été accompagnée et évaluée scientifiquement en ce qui concerne l'acceptabilité et l'utilisation de SURMAS. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans le webinaire d'aujourd'hui les 2 principaux responsables de SURMAS et de l'étude en Côte d'Ivoire, Dr Coulibaly et professeur Gaspard Wyss. Tout d'abord, Dr Coulibaly va présenter les réussites et les défis rencontrés en Côte d'Ivoire. Dr Coulibaly est le coordinateur de l'introduction de SURMAS en Côte d'Ivoire et médecin épidémiologiste et sous-directeur à l'Institut national d'hygiène publique. Ensuite, professeur Gaspard Wyss présentera les résultats de l'étude d'acceptation et de la comparaison avec d'autres systèmes de surveillance en Côte d'Ivoire. Il est directeur adjoint de Swiss TPH, directeur du Centre suisse pour la santé internationale du Swiss TPH et professeur à l'Université de Bâle. Il est chargé de gérer les projets transnationaux de recherche et de mise en œuvre en Afrique, en Europe et en Europe de l'Est et en Suisse. Et maintenant, j'invite Dr Coulibaly à faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité de présenter à toute la communauté SURMAS comment en Côte d'Ivoire nous avons déployé cette application et comment nous l'avons utilisée. Diapo. Donc, je vais, comme Monica a dit, SURMAS, c'est le système d'analyse et de gestion des données pour la surveillance et la réponse aux épidémies. Je vais donc parcourir le plan suivant, rappeler rapidement le contexte et puis vous situer un peu sur les étapes du déploiement, comment nous, on l'a déployé chez nous, quels sont les principaux résultats, les défis qui se sont présentés à nous, quels ont été nos points forts et enfin quelques recommandations. Diapo. Alors, vous l'avez indiqué en introduction, cette pandémie de Covid-19 qui était une crise sanitaire mondiale, complexe, qui avait un impact socio-économique et sanitaire considérable. Elle a été marquée par plusieurs vagues successives, une circulation de plusieurs variants de ce virus. Et parmi les stratégies de réponse à cette pandémie assez complexe, la surveillance digitale occupait une place de choix.
C'est une stratégie assez efficace et surtout, c'est une stratégie qui permettait le suivi des contacts. Et en Côte d'Ivoire, nous, lorsqu'on avait démarré notre stratégie de surveillance contre cette maladie, on était vraiment heurté à la question du suivi des contacts parce que très rapidement, on était débordé avec les outils classiques comme Excel qu'on utilisait. Et c'est ainsi qu'il y a eu l'opportunité du projet Coresma. Et nous avons postulé, nous étions éligibles à ce projet-là pour le déploiement de SORMAS. Diapo. Juste un rappel sur la stratégie de surveillance de la COVID chez nous en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui présentaient des symptômes évocateurs de la COVID-19, c'est-à-dire fièvre et tout, pour les contacts de ces personnes-là, ces cas confirmés, bien les personnes qui avaient des comorbidités, les voyageurs, devaient faire l'objet d'un dépistage du SARS-CoV-2. Donc, on faisait un prélèvement nasopharyngé qu'on acheminait au laboratoire pour tester si la personne avait la COVID ou pas. Et c'est comme cela qu'on suivait cette maladie. Et au 20 février 2023, juste pour vous donner une idée, on était à plus de 88 000 cas confirmés de Covid, 834 décès, et pratiquement tous nos districts avaient notifié des cas, et on avait analysé un peu plus de 1 600 000 échantillons. Donc, on avait un taux de positivité d'environ 5%, et la campagne de vaccination qui avait démarré un peu plus tard, on avait déjà administré environ plus de 26 millions de doses. Donc, pour vous donner un peu une photographie de la situation dans notre pays. Diapo. Maintenant, je rentre un peu dans le vif du sujet. Et comment nous avons déployé SORMAS en Côte d'Ivoire lorsque nous avons été éligibles au consortium projet Coresma. Nous avons déployé SORMAS à travers une phase pilote. On n'a pas déployé dans tous les districts, non. On a sélectionné 2 régions sanitaires pour cette phase pilote. Et vous voyez ces 2 régions sanitaires sur la carte. Une région sanitaire, Abidjan, qui est la capitale économique de notre pays. On aurait pu choisir les 2 régions Abidjan, mais on a voulu varier et prendre une autre région au centre du pays pour voir un peu les spécificités de chaque région et l'impact de ces spécificités sur l'utilisation de SORMAS. Donc, dans la première région d'Abidjan, 5 districts étaient impliqués. Vous voyez leurs listes qui sont sur cette diapo. Et dans la deuxième région sanitaire qu'on a utilisée, qui était au centre, qu'on appelle la région de Gbeke, il y avait 6 districts sanitaires. Donc, en tout, 11 districts sanitaires étaient concernés par cette phase pilote. Dans chaque district sanitaire, nous avons sélectionné 2 hôpitaux. Et en plus des hôpitaux, nous avons aussi déployé SORMAS dans les points d'entrée terrestres, maritimes et aéroportuaires. Donc, l'aéroport, port et les frontières terrestres étaient concernés par le déploiement de cette application SORMAS. Diapo. Quels étaient donc les profils des utilisateurs de SORMAS? Dans chaque district sanitaire sélectionné, on a impliqué le directeur départemental de la santé, puisque c'est lui qui est le gestionnaire de la santé du district, donc il était impliqué dans le déploiement de SORMAS. Il y a le chargé de surveillance épidémiologique du district qui était impliqué. On a également pris son adjoint. Et dans les centres de santé sélectionnés, on prenait le point focal surveillance de l'hôpital général ou bien le centre de santé sélectionné. Donc, du coup, on a impliqué d'abord le district, aussi la région, puisque les districts dépendent de la région, donc on a impliqué la région sanitaire pour que cette supervision soit à un niveau un peu plus élevé. Donc, on a impliqué la région sanitaire à travers le chargé de surveillance épidémiologique et son adjoint, et on a aussi impliqué les laboratoires à travers le gestionnaire des données du laboratoire. Donc, voici un peu le profil des utilisateurs de SORMAS, des participants de SORMAS dans les différents districts sanitaires concernés. Diapo. Voilà un peu la chronologie du déploiement. Dans un premier temps, à partir du mois d'avril 2021, on a commencé par l'installation du serveur. Je vais revenir un peu là-dessus. Ça a été vraiment des grosses difficultés parce qu'il fallait trouver un serveur qui allait héberger cette plateforme-là.
Donc, lorsqu'on a pu régler cette question, on a installé le serveur et ensuite, on a acquis les tablettes qu'on a mis à la disposition de ces utilisateurs-là. Je voulais indiquer que le serveur que nous avons retenu pour héberger Surmas a été fait par une entreprise qui était un peu en Allemagne qu'on appelle Netzlink. Parce que localement, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir héberger les données in situ. Donc, du coup, les données étaient hébergées sur le serveur de Netzlink en Allemagne. Et donc, en juillet, commence donc cette formation des formateurs par les formateurs de HZI. C'était une formation en ligne. Donc, ils nous ont formés sur une bonne période. L'équipe de statisticiens et de managers de HZI nous ont formés. Et ensuite, après ces formateurs qui ont été formés en Côte d'Ivoire, eux maintenant sont allés former les utilisateurs dans les 2 régions sanitaires concernées, c'est-à-dire Abidjan et Bouaké. Et cela nous a pris jusqu'à environ août 2021. Et lorsque nous avons fini de les former, on a donc déployé ainsi l'application. Ils ont commencé à l'utiliser, à nous rapporter des données et nous avons commencé les sessions de supervision et de coaching à distance. Et ces supervisions étaient très, très essentielles pour s'assurer que les utilisateurs maîtrisaient ce qu'on leur a demandé de faire. S'ils avaient des difficultés, on procédait à des corrections éventuelles. Donc, il y a eu plusieurs sessions de supervision. Et juste après, en 2022, on a maintenant intégré les points d'entrée par la formation des utilisateurs de ces points d'entrée dont je vous ai parlé, les frontières terrestres, maritimes et aéroports. Eux ont été formés aussi à Abidjan. Et à cela, on a également remis des tablettes pour qu'ils se familiarisent avec l'outil et ils ont commencé à notifier des cas. Diapo, s'il vous plaît. Alors, quelques résultats que je partage avec vous pour montrer que les utilisateurs qui ont été formés lorsqu'ils utilisaient Surmas, on a eu plus de 1600 enregistrements, et puis également au point d'entrée. Des enregistrements aussi concernant les contacts des cas, concernant les résultats de laboratoire, quand c'est un enregistrement, et puis Surmas définit des tâches, définit aussi des événements. Donc, les utilisateurs ont pu enregistrer certaines tâches par rapport aux cas notifiés, ont pu enregistrer également des événements. Donc, voici quelques résultats présentés ici. Diapo. Concernant la COVID, parce que Corresma, c'était essentiellement COVID-19. Hein. Donc, Corresma, c'était un projet COVID, et c'est dans le cadre de la COVID qu'on avait utilisé Surmas. Et vous voyez que dans tous les 11 districts sanitaires, que ce soit Abidjan 2 et Gbeke, les utilisateurs ont pu manipuler, utiliser Surmas et nous ont fait des notifications. Aussi bien Abidjan et le district de Gbeke au centre, Gbeke nord-ouest, eux-mêmes ont notifié beaucoup plus de cas dans Surmas, suivi de ceux de Abidjan 2. Donc, en gros, que ce soit dans la région sanitaire d'Abidjan ou celle de Bouaké, des notifications ont été faites à travers Surmas pour montrer que les utilisateurs étaient familiarisés avec cet outil-là. Diapo. Alors, dans le déploiement de cet outil, il y a beaucoup de défis qui se sont présentés à nous. Et pour ceux qui souhaiteraient déployer Surmas également dans leur contrée, je voudrais partager avec vous quelques-uns de ces défis. Et si vous réussissez à les relever, vous allez bien sûr réussir l'implémentation de Surmas dans votre localité. La première des choses, c'était le serveur. Le serveur qui devait héberger la plateforme Surmas. Le serveur a un coût, il faut en tenir compte dans votre planification. Ce serveur doit être mis à jour régulièrement. Et nous, les discussions ont tourné autour de cette question, si bien que, n'ayant pas trouvé une solution localement à Abidjan, même dans la sous-région, nous nous sommes référés finalement à Netzlink, une entreprise allemande, pour héberger nos données. Donc, c'était le premier défi. Second défi, c'est la connexion Internet. Il faut s'assurer d'une disponibilité
en connexion Internet pour que les utilisateurs aient un accès facile à la connexion Internet. C'est vrai qu'ils peuvent recenser les cas même s'il n'y a pas la connexion Internet, mais après, il faut que la connexion puisse être disponible. Il faut qu'ils aient accès à cette connexion pour pouvoir vous envoyer des données. Donc, certains de nos sites, certains de nos centres où ils avaient une variation, souvent, quel que soit avec des pertes de réseau, du coup, était une petite difficulté pour ces personnes-là pour nous transmettre les données. Troisième défi majeur, non, revenez diapo précédente, c'est l'intégration des données du laboratoire. Ça a été un véritable défi pour nous parce que lorsqu'on déployait SORMAS, il y avait déjà une application dédiée à la COVID. Donc, le laboratoire qui renseignait les résultats dans cette application était obligé de renseigner encore les informations dans l'application SORMAS. Donc, il y avait une double saisie. C'était vraiment fastidieux. Si bien que c'était même les utilisateurs eux-mêmes, lorsqu'ils avaient les résultats, qu'ils les rapportaient dans SORMAS. Et la question que vous devez trancher, c'est peut-être le quatrième défi, c'est l'existence des différentes plateformes numériques. Il y en avait beaucoup au cours de la COVID et quand le pays avait déjà choisi une application et lorsqu'on est revenu avec SORMAS, dans la phase pilote, nos utilisateurs étaient obligés de faire la double saisie. Donc, sur la plateforme initiale du pays et puis celle de la phase pilote qui était SORMAS. Mais c'était obligé de le faire et ça nous a permis de faire des comparaisons. Donc, ces quatre principaux points-là, il faudrait en tenir compte lorsque vous souhaitez déployer SORMAS dans votre localité. Diapo? On a eu des points forts, des points vraiment de satisfaction. C'est qu'on a pu adapter SORMAS aux autres maladies. Initialement conçu pour la COVID, et lorsque on était en phase de décroissance importante des cas et que l'épidémie tirait vers sa fin, et voulant toujours profiter de SORMAS, on a travaillé avec HZI pour formater des outils de notification en rapport avec les autres maladies. Et on a demandé à nos utilisateurs de commencer à renseigner ces autres maladies dans SORMAS. Donc ça, c'est un point que nous, on a beaucoup apprécié. Deuxième point, c'est que on a pu digitaliser les données cliniques. C'est-à-dire que le clinicien qui reçoit le patient, il a une habitude de remplir un formulaire, un registre, etc., alors qu'on leur avait donné des tablettes. Donc, pour nous, il fallait directement digitaliser l'enregistrement de ces cas-là, au lieu de passer toujours par le formulaire papier. Et ça, ce n'était pas trop facile. C'était à la fois même un défi et un point fort. Donc, quelques utilisateurs réussissaient à renseigner directement à travers la tablette le support de notification. C'était quelque chose de très intéressant et qu'il faut noter. Et puis, c'était la supervision et les coachings. C'est un tournant dans le déploiement. Parce qu'au début, c'est une nouvelle application, les gens ne savent pas. Donc, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les superviser, il faut les coacher à distance, au téléphone, par des Zoom meetings pour faire le suivi et les corrections nécessaires. Et ça vous rapproche davantage de ces utilisateurs. Eux, ils se familiarisent à vous et ça les amène à utiliser l'application. Et enfin, l'autre point fort, c'était la collaboration avec GZI, Edmus Center. Ils nous ont beaucoup appuyé, d'abord pour la formation des formateurs, pour les échanges réguliers. On leur transmettait les difficultés des utilisateurs, on leur transmettait régulièrement les soucis et ils trouvaient les solutions, ils nous aidaient et ils échangeaient aussi avec Netlink pour faire les mises à jour nécessaires. Donc, ces quatre points-là étaient des points très forts qu'il faut souligner. Diapo? Voilà, je vais terminer par ces recommandations. Chez nous, après toute cette phase-là de déploiement de SORMAS, des résultats qu'on a vus, on s'est rendu compte que c'était une application, un outil très important dans la gestion surtout et la riposte aux épidémies. Et comme notre pays s'est engagé à déployer des centres des opérations d'urgence de santé publique un peu dans le pays, donc on envisage déployer SORMAS dans ces centres des opérations d'urgence pour gérer les épidémies. Et puis, après, on a vu le module statistique de SORMAS que j'ai trouvé très intéressant.
il serait bien d'implémenter et former les acteurs là-dessus pour qu'on maîtrise mieux ce module-là statistique de SORMAS. Et puis, bien sûr, comme nous, on a apprécié SORMAS, donc il faut développer des initiatives pour sa promotion et on a d'autres idées là-dessus, comment développer ces différentes initiatives. Voilà, dernière diapo. Je crois que je vais vous remercier, surtout toutes ces régions et ces districts sanitaires de ces deux régions, Ouéka et Abidjan 2, qui étaient les principaux utilisateurs de SORMAS, qui nous ont accompagnés dans ce projet, tout le personnel de l'Institut, de HZI, El Mouzel Center, de SUFST TPH. Et je crois que Caspar va revenir sur ce qu'ils ont fait, que nous ont vraiment accompagnés parallèlement au déploiement, qui eux aussi mesuraient l'acceptabilité de SORMAS par les utilisateurs. Le projet Forestma, qui nous a associés à ce consortium-là, c'était assez intéressant. Et puis, on faisait des réunions régulières pour voir comment ça avançait. Puis, l'Union européenne qui a financé ce projet et en fait, la fondation SORMAS est en train de prendre le relais pour nous appuyer pour qu'on puisse déployer SORMAS. Voilà, diapo suivante. À toutes et à tous, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Coulibaly. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions déjà. Vous pouvez poser toujours vos questions dans tout moment dans le chat. Et après la présentation de Caspar Wyss, je vous inviterai à faire une session de questions-réponses. Donc maintenant, je voudrais inviter Caspar à partager sa présentation. Ces travaux se sont réalisés en fait dans le cadre, c'est une collaboration d'un part avec l'INHP en Côte d'Ivoire et bien sûr aussi le HCT à Braunschweig. Et ça se réalisait sous financement d'un financement sous Horizon 2020, alors le programme de recherche de l'Union européenne et le nom du projet s'appelait Coresma. Alors, c'était ça disons, le contexte de ces travaux, aussi de ces aspects que le docteur Coulibaly vient de présenter. Et ce projet a eu fin dernier décembre et a commencé en fait en 2020, alors a couvert plus ou moins les dernières 3 années et demie. OK, et en fait, je renvoie à deux parties d'études qu'on a fait. La première était déjà mentionnée, c'était des travaux d'acceptabilité. Je viens d'en parler dans une deuxième instance de cela. En première partie, et on a aussi fait un travail sur, disons, la comparaison de différents systèmes digitaux de surveillance des épidémies pandémies. Et je pense que ça a été aussi déjà mentionné, en fait, en Côte d'Ivoire, on a la situation qu'il y a eu en parallèle 3 systèmes de surveillance en place. Alors, le nom, c'est MACPI. Le deuxième, c'est un module de DHS2, alors pas l'ensemble du DHS2, mais un module qui est spécifiquement là pour tracer la surveillance des épidémies. Et ces 3 systèmes sont en place ou ont été en place en parallèle. Et de cela, nous avons pensé que c'est intéressant et important d'en connaître un petit peu ce qui sont les jugements et les perceptions à travers ces 3 systèmes qui sont là en place. Les slides sont en anglais, vous allez voir, mais je pense que ça peut peut-être aussi faciliter pour certains. Alors, vous allez au 3e. Alors, je parlais de la première partie, une première sous-étude, de comparer les 3 différents systèmes, le MACPI, le module de DHS2 et
disons, le SORMAS. Alors, on a fait ça d'un part à travers des entretiens, mais notamment à travers une étude en ligne, alors où les utilisateurs de ces 3 systèmes ont été invités de répondre à un questionnaire online. Prochaine slide. Alors, ça, c'est le premier slide, nous montre le flux d'informations sur le MACPI. Je n'entre pas en détail parce qu'on court un peu court en temps, mais vous voyez ici un peu d'où les données sont collectées, alors à quel niveau, alors au niveau des hôpitaux par exemple, et puis le cheminement qu'ils prennent pour arriver finalement à l'INHPH et au laboratoire de l'INHP. Prochaine slide. Ici, ça nous montre pour SORMAS et M. Coulibaly l'a déjà montré, une particularité de SORMAS, c'était aussi que ça opérait au niveau de l'aéroport d'Abidjan et qui a collecté des informations à ce niveau-là. Mais pour le reste, vous voyez aussi ici les informations. Prochaine slide. Alors, au total, on a eu sur les 3 systèmes, on a eu 205 participants. Il y en avait un peu plus de réponses que de participants parce que certains répondants ont travaillé avec plusieurs des applications. Le nombre plus élevé des participants de côté du module de DHIS2 et de MACPI s'explique parce que les 2 systèmes ont une couverture nationale, alors que SORMAS a été déployé dans 11 districts et 2 régions. Vous avez vu tout à l'heure la carte qui a été montrée, alors ça explique un peu le nombre plus bas en termes de réponse sur SORMAS. Prochaine slide. Une première série de questions portées autour de l'utilité des 3 systèmes. Et vous voyez toujours sur ces slides, disons, les 3 systèmes, alors DHIS2, MACPI, SORMAS, et les réponses des participants. Alors, c'était toujours une échelle entre 1, alors bonne utilité, et 5, mauvaise utilité. Et on s'y aperçoit globalement que tous les 3 systèmes sont jugés d'utilité. Mais on voit aussi ici que MACPI et DHIS2 sont un peu plus, ont un jugement légèrement plus élevé. Pas énormément, mais légèrement. Nous, on pense que ça a à faire que les 2 systèmes sont plus lentement en place que le SORMAS et disons que ça explique les résultats que vous pouvez montrer sur ce diapo. Maintenant, le prochain diapo. Par contre, les jugements sur SORMAS étaient un peu mieux. Sur tout ce qui est lié aux conditions et l'utilité qui peut en avoir sur les endroits de travail. Alors, par exemple, le jugement était plus favorable en termes de SORMAS en ce qui concerne le temps nécessaire pour l'utilisation, mais aussi tout ce qui est le système IT. Là, les jugements pour SORMAS étaient globalement plus favorables que pour les 2 autres systèmes. Prochaine slide. Prochaine diapo. On a aussi demandé ce qui sont les jugements sur les différentes fonctionnalités. C'est des 3 différents systèmes. Et ici, on voit que aussi SORMAS, globalement, il est vu comme un système qui permet, qui dispose de beaucoup de, disons, de fonctionnalités et globalement aussi, ici, alors un jugement positif,
même en comparaison avec les deux autres systèmes de surveillance. Prochaine slide. Là où, disons, le jugement sur SORMAS était de loin le mieux, c'est sur ses capacités d'analyse par le système de surveillance proprement dit. Ça s'explique que les deux autres systèmes ont besoin à certains endroits encore de Excel et des analyses sur base d'Excel, ce qui nous amène que SORMAS est jugé ici bien plus favorable que les deux autres systèmes. Prochaine slide. Alors, ce qu'on peut conclure de cette partie, de cette première partie de ces recherches autour de SORMAS, que les trois systèmes ont chacun des avantages et des inconvénients, et globalement que SORMAS est vu comme un système d'utilité qui a certaines fonctionnalités que les deux autres ne disposent pas. Nous sommes actuellement en train de publier ce travail, alors je suis optimiste que la publication sur ce travail apparaîtra dans GMA Public Health and Surveillance à peu près dans le mois ou 6 semaines à venir. Alors comme ça, vous pourriez aussi lire en détail les résultats de cette partie. Prochaine slide. Le deuxième partie, c'était un travail sur l'acceptabilité par les utilisateurs. Alors là, on a seulement interrogé les personnes qui étaient directement exposées à SORMAS dans les deux régions pilotes où SORMAS a été utilisé. On a fait 2 séries d'entretiens, une lors de la formation initiale, alors en août 2021, et une deuxième en mars 2022, alors à peu près 9 mois ou 8 mois après la formation initiale et à un moment où les personnes ont déjà eu des compétences et de savoir utilisation sur le système. On a eu un peu plus que 130 entretiens ou de personnes qui ont été interrogées. C'était semi-quantitatif, mais aussi qualitatif, ce qu'on a fait le travail sur les perceptions et les vues de SORMAS en Côte d'Ivoire par les utilisateurs. Prochaine slide. Alors, ça, c'est un peu des graphiques peut-être pas si faciles à comprendre en première lecture, mais sur chacun des graphiques, vous avez à gauche les résultats en base pendant la formation. Alors, dans le moment où les répondants n'ont pas encore utilisé SORMAS et à droite, 9 mois plus tard. Et si on voit globalement, on voit, disons, au moment où les personnes n'en étaient pas encore familiers avec le système, les jugements étaient très positifs. Et bien sûr, et ça, ce sera étonnant si ce sera différemment, les variations 9 mois étaient plus variables. Alors, il y avait certains qui ont dit oui, nous sommes très convaincus sur SORMAS, d'autres qui avaient plus de questionnements sur les différentes questions qu'on a posées. Et vous les voyez en anglais, les différentes questions qu'on a posées. Globalement, mais on peut quand même voir que les jugements de la part des utilisateurs est positif. Prochaine diapo. Ça reconfirme la même chose, les mêmes constats que je viens de dire. Alors, si on prend ici, par exemple, la partie droite de la graphique, du graphique, alors la question si SORMAS est un outil capable et effectif pour identifier des patients et avant qu'ils ont des symptômes pour le COVID. Alors, on voit que les opinions des répondants sont très positives. Prochaine slide. Alors, ce qu'on peut conclure ici, c'est que SORMAS était par les utilisateurs bien accepté
c'était aussi vu comme un système par les utilisateurs qui permet vraiment bien de gérer des situations d'épidémie ou de pandémie dans le cas du Covid et que son potentiel est bien perçu et bien vu par les utilisateurs. Je pense qu'un certain nombre de problèmes dont la mise en place était bien résumé, très bien résumé par le docteur Coulibaly. Alors, on avait des questionnements sur l'endroit de gestion des bases de données, Côte d'Ivoire ou Allemagne, et c'était clair que c'est très sous-optimal de l'avoir ces données gérées en Allemagne. Et là, on avait un certain nombre de défis, mais qui étaient très bien résumés. Prochaine slide. On saute celui-là et on va au dernier. Encore une fois de plus, slide. Alors, bien sûr, ce qui nous montre aussi l'histoire de SORMAS de Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre des aspects qui sont critiques pour le succès d'un système de surveillance. Alors, je renvoie à des aspects qu'on le fait ensemble avec les utilisateurs, qu'on y a l'écoute aussi des utilisateurs, que des aspects de co-création sont certainement importants si on se réfère à des systèmes de surveillance digitale. Alors voilà, j'en termine avec cela et je vous en remercie beaucoup pour votre attention et je renvoie à Mme Benda. Merci beaucoup, professeur Wyss. Donc, merci bien. Merci beaucoup aussi à Dr. Coulibaly et professeur Wyss. Donc, vous recevrez dans les prochains jours un courriel, un email contenant le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Et le vidéo ne comprendra la partie de questions-réponses, bien sûr. Autre petite annonce de notre part, le prochain webinaire aura lieu le 14 mars. Le module FI est présenté par le développeur. Et AFI signifie Adverse Events Following Immunization, donc ce qui veut dire en français événements indésirables consécutifs à la vaccination. Le webinaire sera présenté en anglais, mais vous savez que maintenant on peut faire traduire tout en français en direct, hein, donc peut-être vous participerez à cette-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et participation à ce webinaire et je souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.